Bonjour à tous. Affaire Boulin, affaire Urba, affaire Elf, affaire des frégates de Taïwan, affaire Clearstream, affaire Kerviel, affaire Cahuzac, affaire Karachi, affaire Balkany. Tous ces noms résonnent dans l'imaginaire des Français. Ils ont marqué ces 40 dernières années l'actualité politique et judiciaire. Ils constituent les plus grandes affaires financières de ces 40 dernières années. Et toutes sont associées à une figure emblématique de la lutte anticorruption, qui est Monsieur Renaud Van Ruymbeck, que nous avons l'immense plaisir d'accueillir et avec lequel nous avons le grand plaisir d'échanger aujourd'hui, dont la carrière témoigne des évolutions de la justice, d'une situation qui, au milieu des années 70, était marquée par la soumission, la compromission du système judiciaire avec le pouvoir, et qui a évolué progressivement vers un affranchissement relatif ou absolu. C'est un élément sur lequel nous essaierons de revenir. Je souhaiterais faire une remarque préliminaire. Ce qui nous a motivé à vous recevoir, Monsieur Van Ruymbeck, bonjour, c'est Bonjour. naturellement la publication de votre autobiographie, Les mémoires d'un juge trop indépendant, ouvrage qui remet en perspective certaines des critiques très contemporaines que l'on peut porter aux magistrats et qui, à titre personnel, m'a donné le sentiment d'une grande rigueur et je le dis sans difficulté, d'un grand courage professionnel. Ouvrage donc qui me semble assez salutaire pour rappeler les enjeux de la lutte contre l'impunité aujourd'hui. J'ai des dizaines et des dizaines de questions à vous poser. La première est assez simple. Qu'est-ce qui vous a motivé à publier cet ouvrage? Écoutez, bonjour et merci de m'accueillir. Heu, j'ai été extrêmement réticent avant d'accepter de publier ce livre. J'ai été contacté il y a plusieurs années par un journaliste, très connu qui est à la retraite, Jean-Marie Ponto, qui était journaliste au Point et qui, m'avait proposé, de faire un livre d'entretien. Bon, sur la justice, et cetera. Et puis, j'avais un peu décliné, mais j'avais repoussé en disant: «Bon, quand je prendrai ma retraite». Et puis, bien, le jour de la retraite est arrivé, il y a 18 mois exactement, un peu plus, même parce que ça fait déjà 2 ans que je suis à la retraite. Et bah, il s'est manifesté à nouveau et il m'a convaincu de le faire. Et ce qui était au départ un livre d'entretien, en fait, a glissé progressivement vers un livre de mémoire, qu'il a fallu que je m'approprie et dans lequel il a fallu que je m'investisse, bien davantage que ce que je pensais au départ. C'est une chose d'être interviewé par un journaliste, c'en est une autre d'écrire, sa propre histoire en quelque sorte, et donc il y a eu tout ce pendant un an, tout ça, ça a duré un an, toute la phase de réalisation et d'écriture. Et à un moment donné, je me suis dit: «Bon, bah, il faut un petit peu raconter, ce que tu as vécu». Parce que j'ai vécu effectivement, plus de 40 années d'affaires judiciaires importantes, sous la Ve République, sous plusieurs présidents de la République. Et je me suis réellement réapproprié à ce moment-là le livre que j'ai écrit. Et ce qui m'a convaincu, je dirais ce qui m'a vraiment motivé, c'est le fait d'expliquer la grande mutation qui s'était opérée, dans la justice pénale, notamment la justice pénale financière depuis 40 ans. Une forme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une émancipation, qui est considérable. C'est une révolution qui s'est produite et j'étais un peu l'acteur et le témoin de cette transition, si vous voulez. Comme souvent ceux qui se trouvent dans la transition, bah, ils sont en première ligne face aux difficultés, on ne comprend pas et après le passage est fait, donc j'étais pas tout seul, d'autres y ont participé aussi. Donc j'ai voulu raconter cette évolution, de la justice qui est fondamentale. Et puis, il y a une deuxième dimension que j'ai voulu également aborder, qui est un sujet qui me paraît aussi important, c'est celui, des paradis fiscaux, des places offshore, de tout cet argent, qui échappe à tout contrôle
Il y a effectivement des trafiquants de drogue, il y a de la corruption, il y a du blanchiment, etc. Mais il y a aussi de la fraude fiscale à grande échelle. Et là règne une certaine impunité. Et j'ai voulu dénoncer tout cela, puisque pendant 20 ans, ces 20 dernières années en tout cas, j'ai passé mon temps à démonter des circuits offshore. Donc je voulais expliquer à tout le monde pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est qu'un circuit offshore, comment ça marche, quels sont les enjeux qui se posent. Donc vous voyez, cette double thématique, à travers ma propre expérience, puisque je parle de ce que j'ai connu, mais j'ai essayé d'en tirer les enseignements sur ces deux aspects, c'est-à-dire le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la justice et la dimension internationale de la corruption, de la fraude fiscale, etc., qui nécessite d'être sérieusement éradiquée, traitée. Au commencement de ce parcours, il y a une envie, l'envie de devenir magistrat, de devenir juge. On peut supposer que cette envie s'associe à une conception personnelle que vous avez de la justice et de son rôle. Dans votre ouvrage, vous dites qu'elle s'est heurtée à l'a priori qu'avait votre père, puisque lorsque vous lui avez fait cet aveu que vous souhaitiez devenir magistrat, il vous a répondu: les magistrats qui ont condamné pendant la guerre les résistants sont les mêmes que ceux qui ont jugé les collaborateurs à la libération des lâches. Comment vous avez résisté aux réticences de votre père et quelle est la vision personnelle de la justice et du rôle du juge qui vous a incité à rejoindre, à exercer cette profession? Ce qui m'a attiré, c'est une vision un peu idéalisée de la justice. Je rêvais du juge de paix, vous savez, qui est en province, qui arbitre les conflits, voilà. Donc, j'étais parisien, je voulais partir en province aussi. Et puis, ça se conjuguait aussi avec la volonté de travailler pour le service public. Mon père était fonctionnaire, j'étais inculqué dans cet esprit de service public. Donc, voilà, c'était peut-être le moyen de ne pas non plus faire exactement ce qu'avait fait mon père, puisque je voulais, comme, comme souvent, on veut avoir sa propre voix, vous savez, donc ce sont des jugements un peu irrationnels. Je connaissais rien à la magistrature. Si j'avais connu le milieu de la magistrature, je suis pas certain que j'y serais allé, vous voyez. Mais voilà, c'est une forme d'idéalisme. Et puis voilà, je suis parti sur cette voie. Pourquoi fondamentalement, j'en sais rien, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que je suis rentré dans la magistrature, moi qui pensais avoir une vie tranquille en province, j'avais tout faux dans mes choix, puisque pendant 40 ans, j'ai quand même eu des périodes assez agitées, dirons-nous. On peut même dire que dès le début, ça a été difficile. Vous parlez de baptême du feu à propos de la première grande affaire que vous avez affrontée, qui est une affaire qui est familière à tous les Français, qui est l'affaire Robert Boulin. Alors cette affaire Robert Boulin, il faut distinguer, vous me corrigerez si je me trompe, l'affaire que vous avez eue entre les mains proprement dite, qui est l'affaire des terrains dramatuels, du scandale politique qui a suivi la disparition du ministre Robert Boulin. Quant à l'affaire des terrains dramatuels en tant que telle, de quoi s'agissait-il? Alors, c'est une affaire compliquée, c'est une affaire de vente de terrain par un promoteur qui n'en est pas un d'ailleurs, mais qui va réussir à vendre plusieurs fois les mêmes terrains et qui va céder. Alors, ces terrains sont dans la presqu'île de Saint-Tropez, du côté de Ramatuelle, et qui va céder 2 hectares à son ami, le ministre Robert Boulin. Voilà. Alors, j'ai hérité de cette affaire 4 ans après son ouverture, parce qu'il y a eu un regroupement des dossiers à Caen où je me trouvais à ce moment-là. J'étais tout jeune, j'avais 2 ans de fonction, j'avais 27 ans. Et en ouvrant ce dossier, je me suis intéressé évidemment au personnage central, Henri Tournet. J'ai perquisitionné, je l'ai même incarcéré, puis libéré sous caution. Et puis, je me suis également intéressé à un notaire qui avait un rôle qui n'était pas très, très clair, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et puis, apparaissait Robert Boulin. Je me suis intéressé aux conditions dans lesquelles il avait acquis ce terrain, sachant que Henri Tournay me disait que en réalité, c'était un don déguisé. Voilà. Donc, voilà en gros cette affaire de Ramatuelle. Je progresse dans cette instruction assez vite d'ailleurs, puisque j'étais saisi en février 79. Et puis, patatrac, le 31 octobre, alors que je progresse, j'apprends la mort de Robert Boulin, qui est présenté à l'époque, sans d'ailleurs que ce soit contesté, comme un suicide. Et 24 heures plus tard, paraît une lettre qu'il a écrite où il explique les raisons de son geste. Elle paraît dans la presse parce qu'il l'envoyait à la presse, il l'envoyait aussi à quelques amis, dans lesquels il se confie. Et dans cette lettre, il m'accuse de vouloir faire un carton sur un ministre, d'être entré en collusion avec son ami qu'il qualifie d'escroc, Henri Tournay, avec un ministre de la Justice, Alain Peyrefitte, qui est un ministre de droite, avec lequel il apparaît, en tout cas, c'est ce qu'on a dit à l'époque, qu'il était en compétition, lui-même Robert Boulin, qui était un ministre important, et Alain Peyrefitte, pour un futur poste de Premier ministre. Vrai, pas vrai, moi je ne lis pas dans les pensées du président de la République, mais en tout cas, ça aurait été une démotivation de cette procédure qu'il estimait avoir été relancée dans des conditions pas normales et qui allait beaucoup trop vite à son gré. Voilà. Bon, donc je me retrouve mis au pilori publiquement. Je découvre ça aux informations à 13 heures. L'après-midi, je vais à mon travail, je m'enferme, je suis complètement atterré. Et je vais apprendre le soir même que les magistrats du tribunal, j'étais à Caen à l'époque, se sont réunis en assemblée générale sans que je le sache. De toute façon, personne ne pouvait me joindre, je m'étais enfermé, j'avais coupé mon téléphone. Et ils ont pris une motion le soir en disant que je n'étais pas du tout le personnage que décrivait Robert Boulin dans sa lettre. Le procureur a également intervenu le soir, lui connaissait la procédure. Et je dirais que cette solidarité spontanée m'a tiré d'affaire, en quelque sorte. Enfin, pas complètement, parce que vu l'ampleur, vu l'écho qui avait été donné à cette lettre, on ne se relève pas comme ça d'une telle attaque. Donc ça m'a évidemment, j'étais assommé quand j'ai lu cette lettre. Ce que j'avais fait, ben, j'avais fait mon travail, c'est tout. Et j'avais exploré notamment les comptes du ministre, que je n'avais d'ailleurs je n'ai jamais rencontré. J'allais nécessairement le convoquer un jour, mais je n'étais pas encore à ce stade. Je m'interrogeais et je faisais les investigations le concernant, de la même manière que n'importe quel juge d'instruction le fait à l'égard de n'importe qui. Et c'est ça qui a été manifestement jugé suspect et qui a valu cette rancœur du ministre à mon égard. Donc moi, déjà, un juge d'instruction ne peut pas s'exprimer. Si en plus vous avez quelqu'un qui est mort, qui a lancé de telles accusations, on peut encore moins parler. Donc j'ai eu droit à une enquête du Conseil supérieur de la magistrature qui a conclu que ma procédure était normale. Et puis, au final, j'ai pu instruire et mener cette affaire à son terme, qui a, un an plus tard, qui a été jugée par la Cour d'assises de la Manche. Et le notaire et Henri Tournay ont été condamnés. Tout a été absolument validé. Voilà, c'est ça l'affaire des terrains de Ramatuelle. Vous voyez le lien qu'on peut faire avec, évidemment, sa mort. Alors, si vous le permettez, je vais citer un extrait de la lettre postérieure à la mort de Robert Boulin pour qu'on se Bien rende sûr. compte de la violence des termes qui étaient employés à votre égard, ou du moins de la violence de la situation que vous avez eu à affronter. Robert Boulin, dans sa lettre posthume, écrit « Voici que la collusion évidente d'un escroc paranoïaque, mythomane, pervers, maître chanteur et d'un juge ambitieux, haineux de la société, considérant a priori un ministre comme prévaricateur,
et de certains milieux politiques où, hélas, mes propres amis ne sont pas exclus, aboutit pour ma part à audition, campagne de presse et suspicion. Quand le ministre laisse cette lettre après son suicide, vous avez 27 ans, on imagine la pression qui pèse sur vos épaules. Ce qui m'a marqué à la lecture de votre ouvrage, c'est que naturellement, la postérité a donné à Robert Boulin l'image d'un innocent assassiné, pour le dire très clairement. Euh, Pourtant, vous avancez plusieurs éléments assez concrets qui renforcent disons, qui vont à rebours de cette image d'abord de l'innocence. Vous parlez d'une lettre datée du 26 février 1979, rédigée par Henri Tournai. Tournai, excusez-moi, dans laquelle Bonjour. il fait allusion justement aux actes qu'il a fait en faveur de Robert Boulin par amitié. Vous parlez aussi d'un chèque au porteur, c'est-à-dire que la postérité qui a innocenté Robert Boulin, vu les circonstances dramatiques de sa mort, a oublié des éléments assez concrets et assez précis de cette affaire. Mon souci, si vous voulez, c'était d'expliquer ce que j'avais vécu à travers cette affaire et dans un souci d'objectivité, de rappeler un certain nombre d'éléments qui sont apparus, voilà, qui sont après. Je n'ai jamais rencontré Robert Boulin. Je n'ai pas instruit, je n'ai pas été chargé d'instruire les circonstances de sa mort. Il y a une instruction qui est en cours aujourd'hui. Chacun se fera son opinion. Voilà. Bon, moi, j'ai apporté un certain nombre d'éléments objectifs au débat, parce que maintenant, on peut considérer qu'on est presque dans un débat historique, en tout cas, plus pour vous que pour moi, j'imagine. Mais voilà, j'ai voulu dire sincèrement ce qui s'était passé, en m'appuyant sur des éléments que vous venez de citer, mais qui ont déjà été rendus publics. Simplement, on va peut-être pas attirer l'attention sur tel élément ou tel élément. Il faut rapprocher les éléments, puisque, comme vous le savez, cette affaire, elle a été, je le disais tout à l'heure, a été jugée publiquement, tout a été discuté. Et il y a aujourd'hui effectivement deux thèses qui s'opposent. Celle du suicide et celle du suicide qui est confortée par la lettre qu'il envoie, où il dit qu'il va se suicider, et l'autre thèse qui est développée aujourd'hui sur l'assassinat. Il y a une instruction qui est en cours à Paris. J'ai pas interféré dedans. Voilà, moi j'ai apporté mon témoignage sur des éléments publics et des éléments qui concernent ce que j'ai pu vivre. Vous avez rappelé tout à l'heure les termes très durs de sa lettre à mon égard, mais quand on réfléchit 2 secondes, comment voulez-vous qu'un jeune juge puisse signer un pacte, une collusion, puisqu'il parle de collusion avec un escroc qui l'incarcère, et avec un ministre de la Justice classé à droite. Vous imaginez une collusion entre les trois, enfin, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, cette absence de sens, ce non-sens en quelque sorte, qui au fond de moi-même, malgré toute l'émotion du choc, je me disais, mais ça ne résistera pas longtemps à l'analyse, ce type d'affirmation. Pourtant, c'est une critique qui vous a poursuivi longtemps ensuite durant votre carrière. Laquelle? La critique d'être un juge politisé qui Oui, cherchait à abattre le ministre Robert Boulin. oui, mais on m'a dit la même chose. Vous dites dans votre ouvrage, pardon, à plusieurs reprises que des procureurs généraux que vous avez rencontrés dans d'autres affaires avaient une image a priori négative a priori de vous du fait de cette affaire. Oui, mais vous savez, à l'époque, on parlait beaucoup des petits juges rouges, vous voyez, les rouges du syndicat de la magistrature, qui s'en prenaient à la société, etc. Bon, il se trouve que je n'ai jamais appartenu au syndicat de la magistrature, j'aurais pu, c'est pas interdit, au contraire. Bon, je ne suis pas, bon. Mais 14 ans plus tard, en 92, oui, ça fait 13 ans plus tard, en 92, lorsque je vais faire une perquisition au siège du Parti socialiste,
on va me dire exactement l'inverse, hein. C'est-à-dire que puisque je perquisitionne le Parti socialiste, c'est que je travaille pour la droite. Voilà. Bon, après, j'ai eu d'autres affaires sur des partis de droite. Donc, euh, je vais vous dire, c'est presque ce qui m'a sauvé d'ailleurs. On ne peut pas me taxer. Simplement, je fais mon travail. Voilà. Je fais mon travail. Je considère qu'on vit dans un pays dans lequel il n'y a pas de privilèges. Voilà. La justice doit être la même pour tout le monde. Donc, droite, gauche, c'est complètement égal. Simplement, je cherche toujours les vraies responsabilités et je n'accepte pas l'idée que certains puissent être protégés. Donc, c'est ce que j'ai appliqué à une époque où ça ne se faisait pas beaucoup, il faut le dire. D'autres juges l'ont fait. Je pense à mon collègue, le juge Alphen, lorsqu'il a enquêté sur le financement du parti de Jacques Chirac, lorsqu'il était maire de Paris. Il a eu plein d'embûches, il a eu plein de tentatives de discrédit, même essayé de le piéger par son beau-père. Donc, ça a été quand même très, très loin. Ça a été une période qui a été difficile. Voilà. Puisque les hommes politiques n'acceptaient pas de devoir rendre des comptes à la justice. J'avance chronologiquement dans votre carrière. Un an après l'affaire Robert Boulin, on vous transfère une affaire dite du casino de Trouville, à l'occasion de laquelle vous avez rencontré l'avocat Jacques Vergès, qui vous a informé, je vous cite, donc, qu'en 1974, lors de l'achat du casino de Trouville, une héritière japonaise du nom de Kuniko Tsutsumi s'était adressée à l'un des associés du cabinet Badinter pour l'assister dans des négociations avec les propriétaires de l'établissement de jeu. Et le prix à la vente aurait été officiellement de 2 millions, mais un troisième million aurait été sous-payé sous forme de 2 sous-tables sur un compte numéroté en Suisse. Et lorsque vous avez voulu vous saisir de cette affaire, vous vous êtes heurté à un obstacle qui a été la nécessité pour vous, dans vos investigations, à un moment, d'étendre le champ de vos investigations, ce qui a été bloqué par le procureur, puisque l'accord du procureur est nécessaire pour élargir le champ des investigations d'un juge d'instruction. Cet obstacle-là, quelle réflexion il vous inspire? C'est-à-dire que c'est un obstacle que j'ai rencontré à cette époque à plusieurs reprises. Notamment, je l'ai rencontré aussi dans d'autres affaires en 95, 96, où là, on sent bien que les parquets, les procureurs ne sont pas indépendants et reçoivent des instructions. Bon, heureusement que ça a changé, mais c'est justement ce que je voulais décrire. Et là, alors dans cette affaire-là, je souhaitais que mes investigations soient étendues. Elles ne l'ont pas été. Bon, dont acte, mais je n'avais pas la possibilité de passer outre, puisque vous savez qu'un juge d'instruction n'instruit que lorsqu'il est saisi par le procureur. Donc, j'ai constaté, et j'ai constaté dans une autre affaire que j'ai citée également à l'époque, que dans ces affaires-là, on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Alors, on le fait dans la mesure où on instruit les faits du départ, si vous voulez. Là, personne ne peut vous empêcher de travailler. Mais si le juge découvre de nouveaux faits qu'il ne connaissait pas au départ, il faut qu'il demande l'autorisation au procureur de la République. Et ça a été l'objet de multiples bras de fer que je vais retrouver des années plus tard dans le financement du Parti socialiste notamment et du Parti républicain, où là, j'ai commencé un certain nombre de choses, mais je n'ai jamais pu les terminer. Sur cette affaire, ça vous a valu une certaine hostilité de Robert Badinter, puisque vous rappelez que en septembre 1981, le Canard enchaîné dévoilait que Robert Badinter, alors ministre de la Justice, suivait cette affaire de près et avait adressé une note confidentielle à François Mitterrand. Et par la suite, vous dites que l'hostilité qu'il avait à votre égard vous a valu d'être bloqué un certain temps pour entrer à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux. Et j'ai relevé aussi un commentaire que vous faites à son égard. J'avais jusqu'alors de l'estime pour Robert Badinter. Je suis déçu par son comportement qui m'enlève mes dernières illusions
sur la volonté des hommes politiques de rendre la magistrature indépendante. D'ailleurs, Robert Badinter, ministre de la Justice de 1981 à 1986, aurait pu engager une réforme sur l'indépendance du parquet, mais il n'en a rien fait. Exact. Exact. J'ai été notamment bloqué lorsque j'ai postulé à un poste d'enseignant à l'École nationale de la magistrature pour enseigner l'instruction. Et l'école avait donné son feu vert. Et au dernier moment, ils m'ont dit, mais il y a un problème, ça bloque, ça bloque. Voilà. J'ai compris que ça bloquait au niveau du cabinet de garde des Sceaux, mais je n'en ai pas su plus. Et c'est bien plus tard que lorsque Fabrice Lhomme avait écrit un livre sur moi, il y a une dizaine d'années à peu près, il a eu la réponse du directeur de l'école de l'époque, que je reprends dans le livre, et là où j'apprends effectivement qu'il y avait un blocage au niveau du cabinet de Robert Badinter. Et il fait même part d'un échange qu'il a eu avec Robert Badinter dans les couloirs. Il avait vraiment fallu qu'il insiste pour que, finalement, 3 mois plus tard, sur un nouveau poste, je sois nommé sur ce poste. Mais c'était quelque chose qui était totalement normal et qui montre bien l'interférence que peut avoir le garde des Sceaux sur la nomination de magistrats qui enseignent l'indépendance. On est bien d'accord. Là, vous enseignez donc durant 3 ans à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux, jusqu'à la fin de l'année 1988, où, le terrain vous manquant, vous décidez de postuler pour devenir président de cour d'assises à la cour d'appel de Rennes. Et vous dites, retrouvant le terrain, aux assises, je découvre un univers nouveau. La présidence de cette juridiction est humainement passionnante. Les débats sont publics. Le président anime les discussions avec les jurés non professionnels, appelés à juger les affaires les plus graves. Ce qui m'inspire une question. Parfois, les présidents de cour d'assises sont accusés d'influencer les jurés. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Sur le fonctionnement des assises? Oui, j'ai présidé pendant 3 ans. Les jurés, ce qu'il faut savoir, c'est que les jurés sont majoritaires. Mais souvent, les jurés vous posent des questions parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de la justice. C'est normal, on leur répond. Alors, il faut évidemment éviter de chercher à les influencer. Ils ne connaissent pas les barèmes habituels, ils ne connaissent pas forcément tous les termes juridiques, on a une petite formation mais très insuffisante, donc il y a un côté un peu conseil que joue le président de la cour d'assises, mais aussi il a 2 assesseurs avec les 2 autres magistrats professionnels qui répondent aux questions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du vote, quand la cour d'assises se retire, c'est-à-dire que les magistrats, 3 magistrats avec les jurés qui sont plus nombreux, une voix égale un vote. Hein. Donc, lorsque une cour d'assises prend une décision, condamner quelqu'un, par exemple, à 15 ans, c'est une décision qui a été prise majoritairement par des jurés, qui sont aujourd'hui tirés au sort. Ah, donc, alors, est-ce que certains essayent de manipuler, j'en sais rien, mais enfin, moi, j'étais toujours à l'écoute de ce que disaient les jurés, mes assesseurs aussi, et on essayait en même temps de répondre à leurs questions quand ils posaient des questions sur le fonctionnement de la justice et sur les peines, etc. Ils veulent savoir, c'est normal. On évoque souvent une forme de magistère moral sur les jurés populaires. C'est-à-dire que le président de la cour d'assises, par sa fonction et par son rôle au cours des débats, il a un rôle clé. Donc, effectivement, il peut être perçu comme tel par des gens qui viennent pour la première fois, qui n'ont pas de robe, qui connaissent rien à la justice et qui s'en remettent à lui. Mais c'est toute la... Je ne sais pas quoi vous dire, moi. On parle ensemble dans les délibérés, d'ailleurs les délibérés qui restent totalement secrets, et chacun donne son point de vue. Maintenant, si on considère qu'un tel a plus d'importance, etc., ce n'est pas le but. Le but, c'est le président d'assises est là pour assurer la sérénité des débats et justement pour s'assurer que chacun
puissent s'exprimer librement et voter librement. C'est toujours passé. Donc, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. En 1991, vous rejoignez la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes, et c'est à cette période de votre vie qu'éclate l'affaire Urbain, qui va avoir un retentissement énorme puisqu'elle fera de vous le premier juge d'instruction à perquisitionner un parti politique. Qu'est-ce que l'affaire Urbain et comment fonctionnait ce système? Oh, c'est très simple, ça c'est jugé, expliqué et débattu. C'est-à-dire que c'est un bureau d'études, URBA, qui prélevait des commissions sur des marchés publics au nom d'une activité de conseil, des marchés publics auprès de municipalités qui étaient présentées très souvent comme étant de gauche, sachant que les dirigeants d'Urba étaient de gauche, et qui finançaient le Parti socialiste. Voilà, donc on est à l'époque où il n'y a pas de financement public de la vie politique, où les dépenses sont explosées parce que les moyens modernes sont ainsi faits et que les simples cotisations des, des membres du parti ne suffisent plus à faire face aux dépenses. Et il a fallu, donc dans cette affaire, où j'ai mis en examen le trésorier du Parti socialiste, Henri Emmanuelli, qui était aussi président de l'Assemblée nationale. Dans cette affaire, j'ai aussi perquisitionné le Parti socialiste. C'était une façon de montrer que le Parti socialiste n'était pas au-dessus des lois. Il n'y avait pas de raison de se contenter du bureau d'études, mais il fallait voir évidemment s'intéresser à ceux à qui tout cela bénéficiait. Alors, on est dans du financement de parti. Ça a été extrêmement mal vécu par le Parti socialiste, qui a réuni même un congrès de Bordeaux, hein, spécialement, où là, j'étais vraiment, alors là, lynché publiquement, et Henri Emmanuelli, qui s'y est présenté, a été ovationné par tous les membres du parti. Pour mémoire, le président de la République, puisqu'on est à l'époque de François Mitterrand, donc c'est le parti au pouvoir, voir ça. Et le président de la République, le 14 juillet, se permet de dire, il apporte son soutien entier à Henri Emmanuelli, et il qualifie la procédure de bizarre. Vous voyez, le président de la République portait un jugement comme ça sur une instruction en cours. Aujourd'hui, c'est impensable. Quelle impression ça vous a fait? Comment? Quelle impression ça vous a procuré d'entendre le président de la République commenter l'instruction que vous étiez en train de mener? Ça a été une parole de plus dans un tintamarre. Ça a suivi de près le congrès de Bordeaux. Je me suis trouvé mis en accusation sur tous les plateaux. Ça s'ajoutait. Ça m'a évidemment choqué, mais à l'époque, ça n'a pas tant choqué que ça. Vous voyez, c'est vous dire l'idée qu'on pouvait avoir du fonctionnement de la justice, le crédit qu'on accordait à la justice. Aujourd'hui, ça vous paraît impensable, effectivement, parce que le financement, je ne l'ai pas inventé. Simplement, je suis remonté aux vrais responsables. Ça ne se faisait pas. Voilà, donc on est toujours dans le même problème. Je vis cette période de transition où je vais m'engouffrer dans une strate qui d'habitude n'a pas de compte à rendre. Voilà. Mais je le fais d'une façon tout à fait, j'allais dire, régulière, légale. Simplement, je considère qu'une partie n'est pas au-dessus des lois. Vous savez, quand j'ai perquisitionné le Parti socialiste, c'était la première fois qu'un parti était perquisitionné. Toutes les réflexions que j'ai pu entendre des gens qui étaient là au sein du parti, mais vous n'avez pas le droit, mais un parti, c'est inviolable, un parti, c'est l'expression de la volonté universelle, ça fait partie, vous portez atteinte à la démocratie, etc. C'était pas facile hein, de s'opposer à ça. Simplement, je disais, mais écoutez, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Bon.
Et les lois, ce n'est pas moi qui les fais. Moi, je ne fais qu'appliquer les lois qui sont votées par vos partis, justement. Voilà. Bon. Donc, on se calme. Mais vous voyez, ce climat où j'étais littéralement agressé, où le juge n'avait pas sa place, il n'avait pas à se mêler de ça. Voilà. Bon. Les conséquences de ces affaires-là ont fait d'ailleurs que, depuis, les partis politiques ont mis en place, les députés, le pouvoir politique a mis en place un financement public des partis politiques. Mais il a fallu l'éclosion d'affaires comme celle-là en particulier, pour que on prenne conscience, il le savait, mais qu'on mette fin à des pratiques illégales. Les, Et la les- meilleure réponse que j'ai pu apporter, si vous voulez, c'est que j'ai mené cette instruction à son terme. Je n'étais pas tout seul parce que on était 3, donc j'avais 2 magistrats de la cour d'appel au sein de laquelle je travaillais, auxquels j'en référais et qui prenaient les décisions importantes avec moi, ce qui a été une protection pour moi. Mais cette affaire a été à son terme. Les dirigeants d'Urba ont été condamnés et Henri Manueli aussi. Ils sont allés jusqu'en cassation. La Cour de cassation a validé toute la procédure. Donc, tout ça pour ça. les circonstances de la perquisition du Parti socialiste qui a donc eu lieu le 14 janvier 1992, on peut le dire, ont été assez rocambolesques. Je prends le temps de m'y attarder puisque c'est à des passages très concrets et croustillants Ouais. de votre autobiographie. Euh, Comment est-ce qu'on prépare la perquisition d'un parti? Comment est-ce qu'on garantit le secret de l'opération? D'autant que vous rappelez qu'un juge d'instruction doit aviser le procureur. Hum. Vous aviez l'obligation d'aviser le procureur de Paris avant d'emmener vos équipes rue de Solferino. Oui. Il faut ruser. Euh, j'ai un garde des Sceaux qui est socialiste. J'ai un ministre de l'Intérieur qui est socialiste. Et il faut que j'emmène des policiers avec moi. Alors, je dois aviser le procureur de Paris. Alors là, ça a été relativement simple. J'ai envoyé un fax. De mémoire, j'ai dû l'envoyer assez tard le soir, sans dire le lieu où j'allais, en disant, en prenant à la lettre, je me transporte demain sur votre ressort. Voilà, mais sans plus. Puis, vous savez, à Paris, ça tombe dans la permanence, c'est noyé dans la masse, donc je me suis dit, ils ne pourront pas savoir. Bon. Et puis, il y avait aussi les enquêteurs. Puisque j'ai besoin d'enquêteurs pour perquisitionner, pour fouiller, pour faire des scellés, etc., des pièces qui vont nous intéresser. Et j'ai eu la chance d'avoir un commissaire, le commissaire Ménès, pour ne pas le nommer. Dont on peut saluer l'abnégation dans ces circonstances. Oui, oui, parce que j'allais dire, c'est un Breton. Je ne sais pas s'il y a des Bretons qui nous écoutent, mais les Bretons, vous ne leur faites pas forcément faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Bon. Donc, je lui ai expliqué la situation avant, sans lui dire où j'allais. Je lui ai dit, écoutez, voilà, moi j'ai besoin je crois que c'est quatre enquêteurs. J'ai une perquisition importante à faire. J'ai même 2 perquisitions, parce que j'en avais 2. J'ai 2 perquisitions importantes à faire à Paris. Mais je ne peux pas vous dire où je vais. Il m'a dit, bon, ça ne le satisfaisait qu'à moitié, mais j'avais confiance en lui réciproquement. Donc, et il me dit, la seule chose que je vous demande, ok, je vous laisse les enquêteurs, la seule chose que je vous demande, c'est de me prévenir juste au dernier moment que je n'ai pas l'air d'un imbécile. Bon. Le problème, c'est que au dernier moment, c'est qu'on part à Paris tôt le matin avec les enquêteurs en voiture, on arrive, on fait la première perquisition au boulevard Saint-Germain, là, chez un intermédiaire, et puis on arrive à rue de Solferino, au siège du parti, et là, j'oublie d'appeler le commissaire. On rentre dans le parti, on me fait attendre 5-10 minutes en bas. De 5-10 minutes, je ne m'énerve pas souvent, mais bon,
commence à leur dire, écoutez, ça suffit, moi je vais à la trésorerie. Je ne voulais pas perquisitionner tout le parti, je voulais perquisitionner uniquement la... On a été coupé, ça a repris. Oui, là je Oui, vous entends. Vous m'entendez aussi? oui, ça a été coupé, je ne sais pas pourquoi, mais là ça a repris. Alors D'accord. donc, j'ai dit, bon, je vais à la trésorerie, je vois que c'est au troisième ou quatrième étage, j'en sais rien, on prend l'ascenseur et on y va. Et on n'attend pas que l'accueil nous dise vous avez le droit d'y aller, machin. Bon. On arrive là-haut. Là-haut, je ne vous dis pas les réactions, je vous en faisais part tout à l'heure. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 2 heures, peut-être, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. On passe, ils me disent il y a un commissaire qui veut vous parler. Bon, les gens du parti, donc je prends le téléphone et j'ai le commissaire Minès. Bon, et là, je réalise que je ne l'ai pas prévenu. Vous voyez la situation dans laquelle je me trouve. Et il me dit, vous êtes où? Ben, je dis, mais vous le savez puisque vous m'appelez. Oui, alors il me dit, oui, mais vous comprenez, moi on m'a demandé, on m'a téléphoné il y a 1 heure, en me demandant si mes enquêteurs étaient bien au siège du parti. J'ai répondu que non, parce que sinon, évidemment, je le saurais. Et puis 1 heure après, ils m'ont rappelé, on dit, ah, ils sont bien au siège du parti, etc. Donc, voilà, écoutez, je suis désolé, On a donc été coupé à la fin de l'anecdote concernant le commissaire Ménez. oui. Mais en réalité, c'est ce que je vais expliquer pour la suite, parce qu'on s'est revus après, on s'est expliqué. J'ai dit, vous savez, en réalité, je vous ai rendu service. Pourquoi? Parce que pendant la perquisition, moi, quand j'arrive, il n'y a personne, il n'y a pas de journaliste. Et puis, 1 heure après, ils me disent sur place, ah, il y a un journaliste. Puis après, ils reviennent, ils me disent, ah, il y en a 10. Puis après, il y en avait 100. Bon. Et je leur ai dit, mais attendez, c'est vous qui avez fait fuiter, pas moi. Parce que ni le parquet n'est au courant, ni même le commissaire. Il vient l'appeler. Bon. Et j'ai dit au commissaire après, j'ai dit, mais si je vous avais informé en rentrant, on vous aurait accusé d'être l'auteur de la fuite. Et moi avec. Vous voyez? Et bon, j'ai pas, c'était l'acte manqué, si vous voulez, en quelque sorte, puisque je n'avais pas pressenti comme ça, j'ai juste oublié. Mais j'ai dit, mais vous avez été protégé, ok, vous avez eu l'air d'un imbécile, je suis désolé. Il me dit oui, parce que moi j'ai des enquêteurs, ils sont aussi perquisitionnés un parti politique important et je ne suis même pas au courant. Bon, oui, je dis, je comprends bien, mais on a évité l'accusation, parce que alors là, il faut voir les accusations qu'ils étaient capables de lancer en face, hein, suivant laquelle c'est nous qui avons organisé la fuite, et volontairement, alors que j'avais pris toutes les précautions justement pour que personne ne le sache. Un Vous autre voyez les faits. Quand je vous dis il a fallu ruser, ben voilà, il a fallu. Et alors, parfois, il faut ruser, parfois, la chance joue en votre faveur, puisque concernant cette même perquisition, un autre inspecteur, Jacques Tilly, vous a rendu un fier service en vous demandant d'aller déjeuner. Oui, c'est ça, parce qu'il avait faim. Oui, parce que figurez-vous que sinon, on arrivait à midi et il y avait la séance des petits fours, ce que j'ignorais totalement. Il y avait une passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau premier secrétaire du parti. En l'occurrence, Pierre Mauroy et Henri Emmanuel. Non, je crois que ça devait être Laurent Fabius. Laurent Fabius. Mauroy et Laurent Fabius, Voilà. excusez. Alors, vous imaginez si j'étais arrivé après les discours, pendant la séance des petits fours, avec toute la presse et tout, qu'est-ce qu'on m'aurait sorti? Et qu'est-ce que j'aurais fait? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'au moment de sonner, il me dit: «On a faim». Bon, je dis: «OK, moi aussi, on va aller déjeuner». On a décalé de 2 heures, ce qui fait qu'on est arrivé, bah, il n'y avait plus les tables et les petits fours. Voilà, mais on arrivait quand même, alors ça m'a été reproché, parce que de toute façon, tout m'était reproché, mais d'avoir programmé volontairement la perquisition le jour de la passation de pouvoir. Ce que j'ignorais totalement, évidemment que je ne serais pas tombé. J'aurais jamais fait la bêtise d'aller volontairement le jour de la passation de pouvoir pour fragiliser, pour discréditer mon action, évidemment.
Comme quoi la chance joue un rôle certain. Par la suite, euh, pour éviter certains scandales, j'entends, hein. Par la suite, en poursuivant vos investigations, vous finissez par décider de convoquer pour inculpation Henri Emmanuelli, et cette décision intervient à la même période qu'un congrès du Parti socialiste. Et donc, vous faites le choix d'attendre que ce congrès du Parti socialiste ait lieu, afin qu'on ne puisse pas vous accuser de, d'interférer avec l'organisation du congrès, mais l'information fuite dans la presse et on parle de pré-inculpation par voie de presse. Ce qui m'incite à vous poser une question. Dans la plupart des affaires judiciaires actuelles et depuis un certain temps, les fuites sont permanentes et rythment l'instruction. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette permanence des fuites dans les affaires judiciaires? Alors, la permanence des fuites, vous savez, le problème, c'est que le juge d'instruction, il ne tient pas le dossier dans un coffre sous clé. Hein, le dossier, il est en copie numérique, hein, à la disposition du procureur, des avocats, qui peuvent même le donner aux personnes qui les concernent. C'est les avocats des personnes poursuivies, également ce qu'on appelle les témoins assistés, qui ont accès à la procédure, et des parties civiles, des plaignants. Donc, une fois qu'un acte est dans la procédure, ça fuite. Qu'est-ce que vous voulez que le juge y fasse? J'y peux rien. C'est souvent utilisé pour faire passer certaines informations, pas d'autres, pour discréditer le juge d'instruction en disant « Ah, regardez, ça fuite dans votre dossier, on va déposer plainte, etc. » Allez-y, déposez plainte si vous arrivez à identifier la personne. Il y a un secret des sources, je vous signale. Bon, c'est comme ça. Donc, on est dans un système qui ne fonctionne pas, très clairement. Et on ne peut pas empêcher la presse d'informer. Voilà. Donc, on a un vieux code, un vieux secret qui date de l'époque de Napoléon. Excusez-moi, mais entre l'époque de Napoléon et aujourd'hui, ça a quand même un petit peu évolué. Donc, la presse veut savoir, elle finit par savoir plein de choses. On vit dans un monde qui est de plus en plus transparent. Voilà, donc il faut, à un moment donné, il va falloir réformer sérieusement cette histoire de secret d'instruction. Alors, cette affaire Urbain a eu pour épilogue la condamnation d'Henri Emmanuelli, et vous avez des mots qui sont assez frappants, où vous faites un parallèle entre ce qu'a été cette affaire pour vous et ce qu'a pu être l'action de certains magistrats en Italie vis-à-vis de partis politiques également. Je vous cite: j'ai subi, vous le dites à propos de cette affaire, j'ai subi des attaques verbales émanant de gens furieux contre moi, oui, mais des agressions physiques, non. Les juges qui ont été assassinés, le juge Renaud, le juge Michel, les juges Falcone et Borsellino, enquêtaient sur des organisations criminelles et mafieuses. Les financements illégaux que j'ai traités mettaient en cause des élus, des hommes politiques. Et dans ce domaine, les juges sont plutôt confrontés à des tentatives de déstabilisation et d'intimidation. Oui, tout à fait. Je trouvais l'hommage au juge assassiné assez marquant et méritant peut-être d'être rappelé. J'avance encore dans votre parcours. Vous entamez à ce moment-là, vous lancez peu de temps après une grande opération avec d'autres magistrats qui a eu pour nom l'appel de Genève, et qui a eu pour élément déclencheur, si je ne me trompe pas, une initiative qui avait été portée par le garde des Sceaux de l'époque, en l'occurrence Jacques Toubon, quant aux échanges d'informations entre la France et la Suisse. Alors, dans quelles circonstances cet appel de Genève a-t-il eu lieu et quel était son sens? C'est-à-dire que le garde des Sceaux de l'époque, Jacques Toubon, s'était plaint auprès de son homologue suisse du fait qu'il y avait des contacts directs entre les juges qui enquêtaient en France et les juges qui devaient faire des investigations à leur demande en Suisse. Rappelant que normalement, il y avait une procédure plus lourde qui existait et que la voie directe ne pouvait être utilisée qu'en cas d'urgence.
évidemment, les juges utilisaient beaucoup la voie d'urgence et ce qui justifiait le courrier du garde des Sceaux. Alors, c'est assez surprenant que ça soit le garde des Sceaux français qui se plaigne auprès de son homologue suisse et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu une réaction du procureur général de Genève, qui, alors lui, procureur général qui est élu indépendant, totalement indépendant, et qui a lutté dans son pays. C'est un des pionniers contre le blanchiment et contre la corruption. Donc, il lui a répondu. Et j'ai fait ensuite une réponse avec un ou deux de mes collègues qui étaient en charge d'affaires difficiles aussi, en disant qu'on apportait notre soutien à Bernard Bertossa dans sa correspondance. Ce qui nous a valu d'ailleurs les uns et les autres d'être convoqués par notre premier président. Ah bon, vous écrivez, etc. Bon, voyez l'ambiance de l'époque. C'est dans cette ambiance qu'on a pris le taureau par les cornes et on a décidé, avec Bernard Bertossa, de lancer un appel à Genève pour alerter les citoyens sur le fait que la justice n'était pas égale pour tous, dès lors que quand il y avait plusieurs zéros à la clé, l'argent passait par des paradis fiscaux, ou par même des pays comme la Suisse ou Luxembourg, et que là, les investigations étaient entravées, longues, etc. Donc, c'était la première alerte, en tout cas de juges, je ne crois pas qu'il y en a eu beaucoup d'autres, sur dénonçant ces montages fiscaux, qui ne sont pas que des montages fiscaux, parce que derrière, vous avez évidemment du blanchiment, vous avez de l'argent des trafiquants de drogue, de la corruption, vous avez tout ce que vous voudrez là-dedans. Donc, c'est extrêmement grave. Voilà. Et on voulait montrer que dans ces affaires-là, ma foi, nos enquêtes étaient bloquées, voire freinées. Et donc, on a lancé cet appel à Genève, ce qui n'est pas anodin, puisque Bernard Bertossa était procureur général à Genève. Il avait accepté d'organiser ça chez lui. C'était à l'université de Genève. Et puis, donc, on était 7. Il y avait 2 magistrats espagnols, dont le juge Garzón, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est un juge anticorruption qui a fait parler beaucoup de lui. Il y avait 2 juges italiens, 2 procureurs italiens, dont l'un avait participé à l'opération Manipulité. Et puis, il y avait également le procureur de Bruxelles qui était très, très, très engagé dans la coopération internationale. Voilà, et on a lancé cet appel et on a convoqué la presse pour leur dire, voilà, on peut pas travailler. On demande justement, au moins au sein de l'Europe, qu'on progresse et qu'on permette aux juges de travailler ensemble et de ne plus être entravés par des recours, par des contestations, qui fait que les enquêtes sont bloquées, gelées et que les gens ne comprennent pas. Voilà. Et on demandait également la création d'un procureur européen qui vient juste d'être créé, le signal, qui rentre en fonction ces jours-ci. Fondamentalement, cet appel signalait une désadéquation entre l'échelle de la fraude fiscale, qui était internationale, et l'échelle de la répression de la fraude, qui restait nationale, sinon entravée, dans des frontières nationales. Oui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que on a progressé dans la coopération internationale, dans la lutte contre les paradis fiscaux. L'OCDE a fait des propositions, il y a eu des avancées, mais constat aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'argent dans les paradis fiscaux. Il y a un problème quelque part. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu consacrer, vous verrez les 3 derniers chapitres de mon livre, à expliquer ce que sont ces circuits offshore, comment ça marche. Je les ai explorés pendant 20 ans, donc je me dis, je vais expliquer, voilà, qu'on sache de quoi on parle exactement, et également constater le défaut de volonté, de réelle volonté politique de les éradiquer, et j'étais même plus loin, j'ai fait ébaucher quelques pistes, des solutions pour remédier au problème, mais là c'est un problème de mondialisation, parce que ce n'est pas la France toute seule qui va régler le problème dans son coin, c'est au-delà de nos frontières que ça se passe. Et là, je vais vous dire que l'hypocrisie d'un certain nombre de places financières, là aussi, j'avais à cœur de le dénoncer.
Je reviendrai sur les propositions que vous faites pour améliorer la lutte contre la fraude. En 1998, vous rencontrez Eva Joly et Laurence Wichniewski qui instruisent une affaire tentaculaire connue également des Français, qui est l'affaire Elf, dont on peut dire que c'était le plus gros scandale financier de l'époque. Quel était le fonctionnement du système Elf? Bon, bah, vous savez, Elf était implanté en Afrique, donc il y avait des caisses noires en Suisse pour réaliser des paiements non avouables, on va pas le dire comme ça. Et il y avait des poursuites qui étaient exercées contre les dirigeants dans l'entreprise qui étaient poursuivis pour en avoir détourné une partie à leur profit. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, c'est une très grosse affaire parce que déjà en volume, elle est énorme. Il y a beaucoup d'intermédiaires, les sommes en jeu sont colossales. Et disons que c'est vraiment la première affaire euh, de dimension, une telle dimension que je vais traiter. Et je vais le traiter en arrivant à Paris. Et je vais notamment le traiter avec un juge suisse. Et là, je vais apprendre énormément de choses sur les circuits offshore, sur cette opacité des circuits d'argent, les difficultés qu'on a à les reconstituer. Et j'ai la chance d'avoir avec moi un magistrat suisse qui a un assistant spécialisé d'ailleurs qui a fait des tableaux remarquables, mais qui connaît ces problématiques concrètement. Et je vais apprendre beaucoup de choses à son contact. Je vais découvrir cet univers caché. Voilà, donc et cette affaire a abouti d'ailleurs à la condamnation des principaux, euh, des principaux dirigeants. Voilà, je suis arrivé en 2000, j'ai bouclé le dossier en 2 ans, 2002, 2003, je crois que le jugement est arrivé en 2003, 2004, cours d'appel, etc., parce qu'il y a eu des recours, et là aussi, la procédure a été validée. Et c'était vraiment, à l'époque, euh, l'affaire emblématique, et d'ailleurs, il était tellement qu'on pensait tous qu'il n'y aurait plus jamais d'affaires comme ça qui se profilerait à l'horizon. Alors, je vais vous citer pour dire le fonctionnement qui paraît aujourd'hui totalement archaïque de la corruption en Afrique et du partage des bénéfices de cette corruption entre les deux grands partis de gouvernement de l'époque qui étaient le Parti socialiste et le RPR. Vous dites que jusqu'en 2000, une entreprise pouvait corrompre un chef d'État ou un ministre du pétrole africain en toute impunité, puisque la corruption était alors appelée pudiquement des commissions internationales. Et ce qui paraît proprement incroyable aujourd'hui, ces commissions internationales, à l'époque, étaient déclarées par ces entreprises au ministère des Finances et à la Direction générale des douanes. Et lorsqu'elles étaient approuvées, elles pouvaient même faire l'objet d'une défiscalisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles étaient déclarées, c'est pour être défiscalisées et être considérées comme des charges. Puisque moi, entreprise, il faut que je verse 100 millions pour obtenir tel marché, c'est une charge. Voilà. Alors, il y avait des déclarations qui étaient faites avec les bénéficiaires, qui étaient faites à Bercy à l'époque, et qui étaient acceptées, validées par l'administration. Et quand j'ai voulu avoir accès aux documents de l'administration, je me suis vu opposer le secret défense, intérêts fondamentaux de la nation. J'ignorais jusque-là que les versements effectués à l'étranger pour obtenir des marchés dans des pays africains étaient couverts par le secret défense. Je l'ai découvert. Et Là aussi, j'étais un des premiers à mettre le doigt là où il ne fallait pas. vous heurtant au secret défense, quelle solution vous avez trouvé pour poursuivre l'affaire? Bien, de toute façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avant 2000, je ne pouvais absolument pas poursuivre les faits de corruption d'agents publics étrangers. S'il y avait de l'argent versé à des chefs d'État africains, ce n'était pas punissable. Il n'y avait pas d'infraction à l'époque. Les faits étaient antérieurs, donc impossible. Par contre, on a poursuivi beaucoup le travail avec le juge suisse sur les enrichissements de certains dirigeants qui vont être poursuivis, condamnés. Et troisième problématique, est-ce qu'il y avait de l'arrosage pour les partis politiques? Et là, on s'est heurté à la découverte de sommes en espèces extrêmement importantes, du liquide, qui sortaient de comptes suisses, mais qui étaient livrés directement de la Suisse à
l'un des principaux dirigeants de l'entreprise, à Paris, chez lui. Et il n'a jamais voulu parler, on n'a jamais pu savoir à qui étaient destinées ces sommes qui étaient énormes, hein. On parle de centaines de millions. À l'époque, on parlait de francs ou de francs suisses, je n'ai plus les chiffres en tête, mais même quelqu'un qui mène grand train de vie ne peut pas dépenser des sommes pareilles. Et ce n'est que devant le tribunal plus tard que les dirigeants qui se sont retrouvés poursuivis, et à l'audience, on leur pose la question, mais qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent, que là, le PDG de l'époque a évoqué effectivement du financement politique. Mais D'ailleurs, ils n'ont pas donné de nom. pardon? Il n'a pas donné de nom. On Oui, a simplement. Oui. il n'a pas donné de nom. D'ailleurs, les figures que vous évoquez, vous les citez dans l'ouvrage, c'est Loïc Le Floch-Prigent, qui a été président d'Elf de 1989 à 1993, qui était mitterrandien, André Tarallo, qui a été nommé par le premier numéro 2 du groupe, Elf, et qui était plutôt proche des réseaux RPR. Et puis la troisième figure, c'est celle d'Alfred Sirven, qui lui occupait une position un peu plus particulière. Et ces personnes-là se sont mis à parler après l'instruction, au moment du procès, c'est-à-dire devant le tribunal. Quel sentiment ça vous a inspiré? Est-ce que vous n'avez pas ressenti une certaine forme de frustration que ces gens-là ne coopèrent pas au moment de l'instruction que vous meniez, mais se répandent dans la presse une fois que l'affaire a lieu devant le tribunal? Ils ne se sont pas répandus dans la presse, enfin, je n'ai pas le souvenir, mais ils se sont surtout, ils ont donné quelques débuts d'explications devant le tribunal, parce qu'ils voyaient que, bon, bah, ils encouraient des peines quand même lourdes de prison, donc c'était, je ne sais pas, peut-être une façon de se dédouaner, peut-être ils ont mis en cause le financement de la vie politique, ce que beaucoup suspectaient, c'est-à-dire que, voilà, et comment je l'ai vécu? Bah, moi, je leur ai posé la question à plusieurs reprises au cours de l'instruction. Mais quand les gens ne vous répondent pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Ce sont des espèces, c'est du liquide, c'est fait pour ça le liquide. Le liquide, c'est fait pour ne pas laisser de traces. Donc, je ne peux pas préjuger du fait que c'est versé à des partis politiques. Je ne pouvais absolument rien faire. Je leur avais dit d'ailleurs, je leur avais dit, attention, si un jour vous parlez devant le tribunal, hein, ça sera trop tard. Trop tard, parce que moi, je peux faire des investigations, je peux aller fouiller, je peux aller chercher, mais le tribunal ne pourra plus à ce stade. Et c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai une dernière question concernant l'affaire Elf. Vous rappelez qu'en 1988 et 1990 ont été votées des lois d'amnistie. Vous pensez que dans les circonstances de cette affaire Elf, si les lois d'amnistie n'avaient pas été votées, c'est une question que je vous pose, ce n'est pas mentionné dans votre ouvrage, on aurait pu aboutir à un scandale politique qui aurait eu des dimensions similaires, puisque c'était à peu près la même époque, avec l'opération Mani Pulite en Italie? Oui, bien sûr, ça aurait pu être le cas, puisque si on avait fouillé à ce moment-là tous les financements politiques illégaux qui avaient eu lieu à droite comme à gauche, ça aurait été un éclaboussement considérable pour la classe politique, évidemment. Donc, ils ont voté une loi d'amnistie, ils ont dit plus jamais ça, et malgré ça, il y a eu quand même quelques affaires qui sont passées à travers. Et puis surtout, on s'est aperçu qu'il y avait des paiements en espèces très suspects qui ont continué dans les quelques années qui ont suivi, et notamment en particulier dans cette affaire Elf. En 2002 a lieu l'attentat de Karachi. Vous participez à l'instruction de cette enquête, vous en êtes saisi à cette époque-là. Euh, quelle impression avez-vous de sa conclusion récente? Puisque, pour rappel, le 4 mars dernier, cette affaire a été close, notamment par la relaxe du Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur, et par la condamnation de François Léotard.
Tu sais, je ne peux pas en parler parce que l'affaire n'est pas jugée définitivement. Donc je me suis d'ailleurs gardé dans le livre. C'était juste un ou deux montages, c'est tout. Mais je ne peux pas porter le jugement sur une affaire en cours. Ce qu'on comprend naturellement. J'aborde à présent l'affaire des frégates de Taïwan, dont on Oui. peut dire qu'elle a été le doigt mis dans un engrenage qui vous a poursuivi pendant des années, puisque de cette affaire des frégates de Taïwan découle l'affaire Clearstream. Brièvement, pourriez-vous nous rappeler en quoi elle a consisté, si tant est que ce soit possible? Ah, je vais simplifier au maximum, c'est-à-dire que la France a vendu des frégates à Taïwan et des commissions extrêmement importantes. On parle de mémoire de 500 millions de dollars de commissions ont été versées à un intermédiaire. Et le but, c'était de chercher la destination de ces commissions. Alors, bien évidemment, secret défense à Bercy. J'ai fait plusieurs demandes d'ailleurs parce que je me suis dit, les ministres changent, donc tantôt à gauche, tantôt à droite. Alors je peux vous dire que les réponses ont toujours été les mêmes. Ça ne vous regarde pas. Bon. On a un jour se présente, bon, le juge suisse progresse mais ne trouve pas la clé. Où cet argent est passé, il ne comprend pas. L'argent est resté sur des comptes. Il n'a apparemment pas bougé. Est-ce qu'il a été compensé par d'autres paiements faits à partir d'autres comptes qu'on ne connaissait pas? J'avais découvert, il était apparu un compte à Singapour de l'intermédiaire. Singapour n'a jamais donné les relevés de ce compte. Bref, tout ce qu'on a pu faire, je convoquais les dirigeants de l'entreprise pour savoir pourquoi, quel était le but de ces commissions. Ils m'ont opposé le secret défense. Ils m'ont dit, ah, tant que le secret défense est maintenu, on n'a pas le droit de vous répondre. J'ai fait une perquisition au siège de l'entreprise. Ah, les documents sont conservés. Oui, ils sont là, mais vous ne pouvez pas les consulter, secret défense. Donc voilà, donc, je me suis retrouvé dans une impasse complète. Et puis, il y a eu aussi des morts suspectes dans ce dossier qui sont apparues, de personnes qui paraissaient liées au dossier. Et alors, notamment le capitaine Yin, qui a été assassiné à Taipei, s'était maquillé en noyade, mais en réalité, il n'avait pas été noyé du tout. Il avait été tué puis jeté dans le port de Taipei. C'était un officier de la marine qui avait découvert un certain nombre de choses sur la destination des commissions, notamment auprès d'officiels taïwanais. Donc, vous voyez le climat de cette affaire. Et un jour, un avocat se présente. Il me dit, voilà, le numéro 2 de l'entreprise concurrente, il connaît les circuits que vous cherchez depuis des années avec le juge suisse, vous ne vous fatiguez pas, il peut vous les montrer, il peut vous les donner. Ah, très bien. Le problème, c'est qu'il ne veut pas venir. S'il vient, il veut pas apparaître. Voilà. Et puis, s'il vient là, chez vous, là, au pôle financier, il va être fouillé en bas. Il y a des gendarmes, donc c'est rigoureusement impossible. Donc, c'est à prendre ou à laisser, sinon vous ne saurez pas. Et vu, j'avais confiance dans cet avocat, un avocat sérieux sur la place, il m'annonce le numéro 2 d'une des principales entreprises d'armement françaises. Je ne peux pas suspecter que cette personne invente quelque chose. Donc, j'accepte de le rencontrer en dehors de mon cabinet. Je vais au cabinet de l'avocat pour essayer de le convaincre de me transmettre ces documents et de m'assurer de la pertinence. Est-ce que ces documents sont vraiment pertinents? Et puis, est-ce que le cadre dans lequel j'agis est un cadre légal, ce que j'ai toujours soutenu, parce qu'évidemment, on l'a reproché par la suite, en ce sens que j'essayais de susciter son témoignage anonyme. Le témoignage anonyme est possible en droit français, on peut le faire, le juge peut le faire. Sous Il certaines faut, conditions. voilà, il faut surtout qu'il présente une demande au JLD, au juge des libertés, un juge du siège, en expliquant, un, que les documents lui paraissent pertinents, et deux, que le témoin est en état de danger de mort.
Bon, donc moi, je suis dans cette phase préalable où j'essaye de voir si ces 2 conditions sont remplies pour présenter la demande. Bon, une fois que je l'ai vu 3 fois, je crois que 3 fois. La troisième fois, j'ai dit à la personne, je constate d'ailleurs qu'il est assez fébrile. La deuxième fois, il me dit qu'il a des gardes du corps qui sont à l'extérieur, et cetera, qu'il se sent en danger, ce que je peux comprendre, parce que si ce qu'il dit est vrai. Et puis, il a des documents de Clearstream, d'une société de compensation internationale, qui paraissent, à première lecture, comme ça, à consultation, paraissent crédibles, tels qu'il les décrit, etc. Surtout, je ne me méfie pas parce que c'est un homme très important. C'est pas, vous voyez, c'est pas, il est numéro 2 du directeur de l'international de l'entreprise. Bon, pas rien. Et je peux comprendre qu'il ne veuille pas apparaître. Bon. Donc je lui pose la question. La troisième fois, je lui dis, bon, écoutez, voilà, les conditions paraissent réunies. Euh, Est-ce que vous acceptez d'être entendu anonymement? Bon. Et il me dit, mais oui, mais comment ça se passe? Ben, je lui explique, voilà, votre nom ne sera pas, vous faites une déclaration, et votre nom n'apparaîtra pas. Simplement, il faut que je demande l'autorisation préalable sur mon rapport au juge du siège. Et il me dit, mais mon nom ne sera nulle part, sauf qu'il y aura un autre document dans lequel votre nom figurera, qui ne sera pas dans la procédure, mais le procureur en aura connaissance. Alors là, il me dit, mais non, non, il n'en est pas question, etc. Et je lui dis d'ailleurs, en plus, il me dit à ce moment-là, ah mais comment est-ce qu'on fait? Je lui dis, attendez, monsieur, moi, j'ai rien à discuter avec vous. Moi, mon interlocuteur, c'est votre avocat. Et c'est mon seul interlocuteur. Je vous ai rencontré par son intermédiaire, mais en sa présence dans son cabinet. Et je lui dis, écoutez, ça, vous voyez avec votre avocat, et je prends congé, je rentre. Et puis, je vais recevoir, quelques temps plus tard, une lettre anonyme qui reprend à peu près tout ce qui m'a... Si vous permettez, je vous pose une question à ce moment-là. On est donc lors de la troisième et dernière entrevue que vous avez avec Jean-Louis Gergovin. Et vous dites que vous ne lui avez pas fait la suggestion de lui envoyer un courrier anonyme. Et je vous pose la question très sincèrement. Vous dites je ne peux pas, je ne veux pas lui demander. Je considère que ce n'est pas mon rôle. Je revois exactement la scène comme si c'était hier. J'ai eu un réflexe de prudence. Et je vous avoue que je n'ai sincèrement pas compris cette réticence. Un magistrat ne peut pas inciter un témoin clé à envoyer une lettre anonyme. Je me suis dit, on peut me le reprocher. S'il veut m'envoyer une lettre anonyme, il me l'envoie, mais ce n'est pas moi qui vais lui dire, envoyez-moi une lettre anonyme. D'accord. Je vous laisse reprendre le du propos. Je veux dire, c'est qu'au départ, je ne suis pas demandeur. Mmh. Je ne suis pas demandeur. Ce monsieur fait la démarche de pour voilà, bon, il veut pas, ben, il veut pas. Maintenant, rien ne lui interdisait dès le départ de m'envoyer un courrier anonyme. Ainsi, Pourquoi il se présente à moi? Pourquoi est-ce qu'il veut que je le connaisse? mmh, Ce qui me conforte d'ailleurs dans le fait qu'il est de bonne foi. Je ne peux pas penser qu'il est de mauvaise foi, connaissant ses responsabilités et sachant que c'est lui qui voulait absolument que je le connaisse. cette dernière entrevue, cette troisième et Oui, dernière ce que je veux entrevue dire. se se solde donc par un échec, mais Oui, toutefois, vous recevez peu de temps après une lettre anonyme qui sera la première d'une série de lettres anonymes que vous allez recevoir. oui, mais oui, c'est ça. Mais en fait, cette lettre anonyme, je la verse tout de suite au dossier. Jusque-là, ça n'existe pas. Les rencontres que j'ai pu avoir, c'est pas dans la procédure, ça n'existe pas. On est dans la phase préalable du témoin anonyme. Mais une fois que je l'ai, je le verse tout de suite au dossier et réflexe de mon travail normal, une lettre anonyme, pour moi, ça n'a aucune valeur. Ça vaut rien. Simplement, il y a des numéros de compte, et ben, je vais aller vérifier si ces numéros existent. Et je vais le faire d'une façon tout à fait officielle en demandant à mon homologue au Luxembourg, à Bogota, il y avait des comptes en Italie, il y avait des comptes dans plusieurs pays, ceux qui m'intéressaient, et ben, je vais voir si effectivement ils existent. Et je ne commencerai à bouger que quand j'aurai la confirmation qu'ils existent. Vous voyez? Et tout ce travail va prendre du temps. Et au bout de un peu plus d'un an, les réponses qui étaient
mi-figue, mi-raisin, qui était plutôt dans le bon sens au départ, il va s'avérer qu'un certain nombre de comptes sont faux, alors que le listing, c'est un vrai listing. Voilà, c'est des rajouts de certains comptes sur des milliers de comptes qui, eux, sont vrais. Donc, allez savoir ce qui est. Alors, j'ai apporté ainsi la preuve que ces listings étaient faux, ce qui a permis aux victimes de ces listings de déposer plainte dans un autre dossier ouvert chez mes deux collègues du pôle financier pour dénonciation calomnieuse, ces personnes se plaignant du fait que leur nom figurait dans le listing alors qu'ils n'avaient jamais détenu ces comptes. Je ne sais pas si j'étais clair, c'est une affaire un peu. C'est une affaire effectivement assez complexe. Parmi ces listes, dans cette liste de comptes, il y a notamment deux comptes qui sont au nom de Stéphane Boxa et de Paul Denagui, qui constituent le nom complet de Nicolas Sarkozy. C'est à partir de là, peut-on dire, que l'affaire va prendre un retentissement politique énorme. Hmm. Puisqu'à l'époque, Nicolas Sarkozy est ministre de l'Intérieur et futur candidat à la présidentielle. Oui, effectivement. Et j'ai vérifié ces deux comptes en Italie et j'ai apporté la preuve qu'ils n'existaient pas. Ce qui a permis à Nicolas Sarkozy d'apporter la preuve, lui, que les comptes, qu'il n'y avait rien à voir dans cette affaire. Vous dites à ce stade, je m'en veux cependant avec le recul de ne pas avoir suffisamment analysé la psychologie de Jean-Louis Gergovin et compris ses motivations. J'ai suivi une fausse piste. J'ai perdu mon temps. Ouais, exactement. J'ai perdu mon temps et bon, je ne l'ai pas perdu pour tout le monde puisque j'ai apporté la preuve que c'était faux, mais j'aurais mieux fait de ne pas croiser ce monsieur parce que j'ai passé du temps à rechercher si ces comptes existaient ou pas dans un dossier où j'étais dans une impasse totale et dans un dossier dans lequel on m'opposait le secret défense, il n'y avait aucune autre piste. Et en plus, c'est un dossier dans lequel la France va être condamnée à payer, à rembourser les commissions à l'État taïwanais. Alors que si j'avais apporté la preuve qu'il y a eu des redistributions en France de ces fonds, le contribuable n'aurait rien eu à payer. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des redistributions. Vous savez, moi, tant qu'une chose n'est pas démontrée, judiciairement, elle n'existe pas. Donc, ce que je sais, c'est que je n'ai pas pu démontrer qu'il y en a eu. Donc, judiciairement, il n'y en a pas. Mais c'était presque le dernier espoir. Cette piste m'est ouverte au moment où on n'y arrive pas avec mon collègue suisse, si vous voulez. Bon, bah, moi, j'ai une ouverture, je vérifie, prouve qu'elle est mauvaise, j'ai perdu mon temps, voilà. Et après, ça va me retomber dessus, puisque je vais me retrouver pendant 6 ans poursuivi dans le Conseil supérieur de la magistrature. Vous rappelez, vous précisez dans quelles circonstances vous avez découvert le samedi 29 février 2006, et c'est sans doute cela qui arrête votre opinion sur Jean-Louis Gergovin, que ce dernier, avant de vous avoir contacté, avant d'avoir eu avec vous ces entretiens secrets, avait en réalité rencontré un général du contre-espionnage et chercher excusez-moi, le listing avait été transmis au ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, et au Premier ministre, Dominique de Villepin. C'est-à-dire que Jean-Louis Gergovin avait choisi la voie politique avant de choisir la voie de l'instruction judiciaire. Oui, tout à fait. Et ça, il me l'avait caché. Il me l'avait caché. Si j'avais su qu'il avait rencontré Dominique de Villepin lorsque je découvre le nom de Nicolas Sarkozy, je me serais dit, oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je n'étais pas du tout là-dedans, donc il me l'a caché et je découvre ça à la lecture du Monde. Voilà. Et ce jour-là, je vais voir mes deux collègues et je leur raconte toute l'histoire. Vous considérez avoir été manipulé? Ben, bien sûr que j'ai été manipulé. C'est pas de gaieté de cœur qu'on reconnaît l'avoir été, mais je l'ai été, effectivement. J'aurais préféré ne pas l'être, ou ne pas l'avoir été. Effectivement, ce que je me reproche, ce manque de vigilance et
Mais j'avais en face de moi le numéro 2 de ADS, il veut absolument me rencontrer, donc j'imagine pas une seconde qu'il est. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que lui-même l'avait été manipulé. Mais il a été condamné. Bon, donc j'ai dû me tromper. J'achève cette partie sur l'affaire Clearstream euh, par une question concernant les conséquences que ça a eu pour vous suite à cette affaire. Vous avez subi 2 procédures parallèles. Tout d'abord, un rapport a été établi par le premier président de la Cour d'appel de Paris vous concernant, rapport qui a conclu que vous aviez été, dans l'instruction de cette affaire, d'un incontestable professionnalisme. Je crois Ouais. citer le terme. Et parallèlement à cela, vous avez subi une enquête de l'inspection des services judiciaires qui, elle, a été initiée par le garde des Sceaux et qui a été un peu plus compliquée. Oui, parce que l'enquête, mon supérieur hiérarchique légitime, c'est le premier président de la Cour d'appel. Bon, il m'a convoqué, je me suis expliqué pendant plusieurs heures devant lui, il a conclu qu'il n'y avait pas lieu, en l'état de ce qu'il savait, il n'y avait pas lieu à saisir le Conseil supérieur de la magistrature. L'affaire aurait dû s'arrêter là. Mais c'est pas arrêté là, parce que le garde des Sceaux a également saisi l'inspecteur général des services judiciaires, qui dépend directement de lui. Alors voilà, on retombe toujours dans le conflit politique-justice. Voilà. Et là, l'inspecteur, il va conclure dans l'autre sens. Et il va me renvoyer devant le Conseil supérieur de la magistrature. Ce que je ne trouve pas normal du tout, parce que c'est l'équivalent d'un procureur général. Et à quel titre un procureur général va me poursuivre alors que mon premier président dit qu'il n'y a rien à voir? Vous voyez, si ce n'est pas une atteinte à l'indépendance, qu'est-ce que c'est? Et devant le Conseil supérieur de la magistrature, ça va durer 6 ans, toute cette histoire. Et à la fin, on va dire, bah non, finalement, il n'y a rien à lui reprocher. Au moment des réquisitions, De procédure, d'explication, alors que dans les 8 jours qui avaient suivi, le premier président, et le président également, m'a fait absolument qu'il reproche, mais le premier président de la Cour d'appel dit non, il n'y a pas lieu à saisir le Conseil supérieur de la magistrature. au moment des réquisitions, devant ce conseil de discipline, effectivement, vous rappelez que la directrice des services judiciaires de l'époque, Véronique Malbec, utilise une formule que je ne connaissais pas. Elle dit « je m'en rapporte », et vous précisez que c'est une formule qui est utilisée par les procureurs pour demander tacitement l'abandon des charges. Oui, c'est une formule qui est souvent, est-ce qu'elle l'est encore aujourd'hui, j'en sais rien, je suis à la retraite depuis 2 ans, mais qui est souvent, lorsque le procureur poursuit quelqu'un et puis qu'il s'aperçoit à l'audience qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, soit il demande carrément la relaxe, soit il dit « je m'en rapporte ». Je m'en rapporte, ça veut dire bah, écoutez, faites ce que vous estimez devoir faire, mais moi je ne poursuis plus l'accusation. Voilà, c'est ce que ça dit sans le dire, c'est ce qui voulait être dit sans être dit clairement. J'en arrive à la dernière partie de notre entretien qui se projette vers l'avenir. Dans les derniers chapitres de votre ouvrage, vous discutez des solutions qui peuvent être apportées pour améliorer le fonctionnement de la justice et améliorer le travail de l'instruction. Et vous avez un passage assez intéressant qui fait l'éloge de la culture judiciaire américaine, notamment d'un dispositif qui est celui de l'accord transactionnel. Est-ce que vous pourriez développer sur les avantages du système américain par rapport au système français, et notamment la possibilité réservée à la justice américaine de transiger? Oui, bah, j'en fais pas uniquement l'éloge parce que ce système a ses limites. Hein. C'est la possibilité qui est donnée au procureur de transiger avec l'entreprise et ses dirigeants qui sont poursuivis pour des faits de corruption. Alors, ils transigent à des montants extrêmement élevés. On parle de centaines de millions de dollars. Bon. Et ça met fin aux poursuites, il n'y aura pas de procès. Alors, effectivement, c'est efficace, mais comme je disais, il n'y a pas de procès. Notamment, il n'y a pas de procès des dirigeants. Et c'est pour ça que ce système a été introduit en France, hein, il est appliqué aujourd'hui.
mais il faut vraiment le manipuler avec doigté parce que certains agissements méritent qu'il y ait procès. Et puis, la deuxième réserve que j'émets, c'est que quand vous sanctionnez une entreprise, vous sanctionnez aussi ses salariés. Or, les principaux responsables des faits, ce sont quand même les dirigeants, qui parfois d'ailleurs détournent de l'argent au passage. Donc, c'est pour ça que j'en fais l'éloge. Je constate, c'est efficace, mais il faut vraiment l'appliquer de façon extrêmement prudente. Vous racontez en particulier une rencontre avec des procureurs américains, anecdote qui est assez savoureuse, organisée une fois au pôle financier, durant laquelle une incompréhension résulte non pas d'un problème de langue, mais d'un problème de chiffres. Oui, parce que à un moment donné, le procureur américain demande mais quelle est l'amende qui est encourue en France? Et le procureur français qui est là lui dit bah, le maximum de l'amende prévue par le code pénal, c'est 2 500 000 euros. Voilà. Et le procureur américain se le fait répéter parce qu'il ne comprend pas. Et je ne dis pas l'image qu'il peut avoir de la France à ce moment-là, parce que aux États-Unis, ils transigent à des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Donc, alors ce système a été importé depuis en France. Aujourd'hui, on a eu des transactions dans des affaires récentes, notamment avec le parquet national financier, sur des centaines de millions d'euros. Donc, on a importé le système. Encore une fois, on l'applique, mais on ne peut pas non plus avoir uniquement des transactions d'un côté et puis des personnes qui n'ont pas les moyens qui sont poursuivies devant un tribunal. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments à prendre en charge, en considération. C'est pour ça qu'il faut, oui, ça peut être efficace parce que vous rentrez et tout de suite, c'est une sanction extrêmement lourde financièrement. Et puis, elle est suivie aussi d'une mesure de surveillance pendant plusieurs années pour s'assurer que l'entreprise ne réitère pas ses agissements. On parle très souvent de corruption. Ça peut être aussi d'autres infractions. Un autre exemple de la puissance de la justice américaine, notamment à l'international, outre le montant des sanctions qui sont décidées, est la différence de traitement qui a eu lieu en Suisse, du moins autour de la Suisse, entre l'affaire dite HSBC qui concernait la France et l'affaire dite UBS qui concernait les États-Unis d'Amérique. Oui, là, on voit bien que la coopération internationale, c'est souvent un rapport de force. C'est-à-dire que quand l'UBS abrite des exilés fiscaux américains, ils ont accepté de communiquer la liste de ces noms au parquet américain, parce qu'on sait très bien qu'aux États-Unis, si on vous élimine du marché, vous n'existez plus. Par contre, dans une affaire équivalente en France, la Suisse a refusé de donner les noms. Voilà, sans qu'il y ait de sanctions particulières. Donc, j'ai pu constater cette différence de traitement entre les US et la France, alors que la Suisse est à nos portes. Alors, depuis, ça, il y a une coopération qui s'est mise en place, qui s'améliore, etc. Enfin, là, on a vu la différence de traitement. Quelle solution proposez-vous pour améliorer la traque contre l'argent sale? C'est une vaste tâche. L'argent sale, où il est? Il est dans les paradis fiscaux. Où sont les paradis fiscaux? Vous en avez en Europe, et vous en avez hors d'Europe. Donc, ce que je propose, c'est que la France prenne l'initiative en Europe d'éradiquer ces paradis fiscaux. Une fois que ça sera fait, que l'Europe prenne l'initiative dans le monde de faire la même chose. Pour une fois, l'Europe aurait la main à montrer une existence. Elle a une légitimité, l'Europe, parce que en Europe, vous avez des pays démocratiques, vous avez des élections. Bon, donc elle peut porter ce message. Mais vous savez, c'est un peu
comme l'écologie aujourd'hui. On prend conscience de quelque chose, on essaye plus ou moins, chacun en son coin, de faire le ménage. On se réunit collectivement pour définir des objectifs et on ne respecte pas ces objectifs et pendant ce temps-là, la pollution continue. Avec les paradis fiscaux, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est vrai qu'on se réunit, on discute, il y a des listes noires, il y a des listes grises de paradis fiscaux qui sont diffusées par l'Europe, par l'OCDE, etc. Et puis, il y a des pays qui passent complètement à travers et l'argent sale continue à circuler. Parce que si vous fermez, par exemple, regardez le Liban. Le Liban était une place connue pour ça. Bon, aujourd'hui, je suis un oligarque ou je suis un grand trafiquant de drogue, je ne vais pas forcément me précipiter, mettre mon argent dans des banques libanaises. Vous avez compris. Où est-ce que je vais aller? Bah, je vais aller à Dubaï. C'est pas loin. Ils ne coopèrent pas. Je peux aller tranquillement là-bas, investir mon argent. Voilà, dans totale impunité, personne ne pourra rien contre moi. Pourquoi accepte-t-on aujourd'hui que des États comme Dubaï aient ce type de comportement? Vous dites, comme solution éventuelle pour faciliter la lutte contre la fraude fiscale, qu'il faut améliorer la coordination de la justice et notamment lui permettre d'être mieux soutenu par les services fiscaux des différents pays, qu'il faut leur permettre de pouvoir élargir le champ de leurs investigations Mm. et vous suggérez la mise en place d'unités spécialisées au sein de ce que vous appelez donc les refuges fiscaux, c'est-à-dire les lieux Bien où sûr, la fraude fiscale est possible. bien sûr. Ça commence par là. C'est-à-dire que vous faites le ménage. En France, on fait le ménage. On a les institutions, on est contrôlé, archi-contrôlé. En Allemagne, c'est pareil. En Italie, c'est pareil. Et pourquoi c'est pas le cas à Chypre? Pourquoi c'est pas le cas à Malte? Donc l'Europe devrait exiger de ces pays qu'ils fassent la même chose et qui traquent l'argent sale dans leur pays et qui disposent d'enquêteurs, de gens spécialisés, formés, quitte à ce que ça soit financé par l'Europe, s'ils n'ont pas les moyens. Mais c'est ça qu'on devrait faire au sein de l'Europe, à mon sens. Et on devrait, là, engager une vraie lutte contre les paradis fiscaux. Et après, on fera la même chose dans le monde. Voilà, on essaiera. Parce que aller à Dubaï, hein. Un autre chantier pour la justice, outre la lutte contre la fraude fiscale à l'international, est celui de son fonctionnement en France. Quel regard portez-vous sur le temps qu'il faut à mettre en place cette perpétuelle réforme du parquet? Euh, je pense qu'il faut tout simplement une volonté politique. C'est celle-ci qui fait défaut. Oui, bien sûr. Vous pensez que la réforme... On peut toujours faire des réformes. Il faut aussi, c'est une réforme constitutionnelle, c'est lourd à porter, mais il faut une vraie volonté. Est-ce que le pouvoir politique veut donner au procureur une totale indépendance? Vous rappelez que cette dépendance du parquet vis-à-vis du garde des Sceaux nourrit un climat de suspicion. Et je vous pose une question. Euh, euh, une suspicion existe chez les Français quant à la dépendance des magistrats vis-à-vis du pouvoir politique, mais une suspicion existe aussi quant à un affranchissement de la justice qui pourrait dégénérer dans ce que d'aucuns appellent le gouvernement des juges. Est-ce que vous pensez que cette critique est injuste? Ouais, je l'entends. Je l'entends. C'est pour ça que je pense que si vous laissez la justice fonctionner sur elle-même, qu'elle constitue un véritable pouvoir, il faut qu'elle soit contrôlée. Et contrôlée par qui? Eh ben, je propose justement que ce soit par le Conseil supérieur de la magistrature, qui ait une représentativité extrêmement large, où les citoyens soient représentés à tous les stades, où les magistrats soient très minoritaires, de façon à éviter l'écueil que vous dites, ce qui est celui du corporatisme. Je ne défends pas le corporatisme. Je suis battu toute ma vie contre le corporatisme. Je considère qu'il y a deux plaies qui existent. C'est la tutelle politique et le corporatisme. Donc, pour qu'une justice soit indépendante, il faut se débarrasser de ces deux problèmes. C'est pas simple. C'est pas simple.
Ça suppose qu'il y ait un organe de contrôle qui soit rendu, qui soit citoyen, qui soit représentatif de la société civile. Ah, que la justice arrive aussi à rendre des comptes, bien sûr. J'ai deux dernières questions à vous poser. La première, c'est quel enseignement tirez-vous de ce parcours sur la durée? On a évoqué beaucoup d'affaires, on a évoqué beaucoup de noms, beaucoup de pays. Et la seconde, comment envisagez-vous peut-être à l'avenir, c'est une question qui est revenue auprès de notre public, de participer à la réforme de la justice? Est-ce qu'à Euh, titre personnel, vous êtes prêt à poursuivre votre engagement pour la réforme de la justice? je suis prêt à faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire à le dénoncer. Vous voyez. Euh, vous l'avez dit au début du livre, je vous l'ai dit, j'étais réticent à ce livre. Maintenant, je l'assume parfaitement. Maintenant, moi, j'ai fait mon temps. J'ai développé dans ce livre un certain nombre de pistes, d'idées, de propositions de réformes. Après, je ne suis pas un homme politique. C'est aux hommes politiques de s'emparer du problème, de traiter le problème. Mais il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de réformer la justice et de créer un véritable pouvoir judiciaire. S'il n'y a pas cette volonté politique, et je peux comprendre qu'on se méfie du gouvernement des juges, qu'on se méfie des parlements de l'Ancien Régime, etc. Voilà, mais je dis simplement, il faut qu'on avance, il faut qu'on sorte de tout ça, il faut une grande réforme, évidemment, de la justice sur des fondements tels que celui-là. Pour l'instant, je n'en vois pas le chemin. Bon, peut-être qu'un jour, ça apparaîtra plus vite qu'on le pense. Alors, moi, j'ai livré mon témoignage, j'ai livré ma propre vision. Je peux aussi me tromper, je peux commettre des erreurs, je suis prêt à entendre la version opposée, évidemment, je l'entends très bien, mais moi, mon rôle s'arrête là. Monsieur Van Rumbeck, je vous remercie pour votre intervention dans le cadre du festival. Ça aura été pour moi un grand plaisir d'échanger avec vous et je ne saurais trop inciter nos spectateurs à lire cet ouvrage, donc votre autobiographie, Mémoire d'un juge trop indépendant, qui, outre la précision qu'elle apporte sur la vie judiciaire de ces 40 dernières années, démonte certains a priori qu'on peut avoir aujourd'hui quant au rapport entre la justice et le politique, la situation d'hier par rapport à la situation présente. Encore une fois, ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous. Bien, nous avons été intempestivement coupés avec Monsieur Van Rumbeck, qui, comme je le disais à l'instant, nous a fait le très grand plaisir d'intervenir dans le cadre du Festival des Journées de l'Éloquence. Nous nous retrouverons demain pour la suite de la programmation, un échange autour du thème Qu'est-ce qu'un chef en démocratie avec Jean-Claude Monod, qui est philosophe. Cette conférence pourra être retrouvée en ligne sur le site internet de l'Atelier de la langue française et sur sa page Facebook. À bientôt, à demain.